Voilà, bonsoir tout le monde. Bonjour si vous êtes sur le continent nord-américain. J'espère que vous m'entendez bien. C'est la première chose avant de se lancer. Voilà, donc merci Thomas pour le thumbs up. Thomas qui récupérera l'audio de ce space sur X pour le poster plus tard en replay sur notre chaîne YouTube afin de pouvoir l'écouter longtemps et puis avec une meilleure qualité, confort d'écoute que ce qui est le cas sur l'app d'Elon Musk. Donc voilà, donc ça sera pour plus tard. On va parler, j'attends un petit peu je meuble pendant 30 secondes pour laisser à tout le monde le temps de s'installer. On va évidemment revenir sur le discours de Joe Biden et qui vient de terminer de prononcer à Valley Forge, qui est un des lieux les plus emblématiques de la guerre d'indépendance. Le lieu, évidemment, n'était pas choisi au hasard, la date non plus. Nous sommes le 5 janvier, la veille du 6 janvier, troisième anniversaire de l'insurrection, de l'attaque contre le Capitole, qui était aussi un des thèmes aujourd'hui. Donc voilà, je vais y aller. Tout le monde est là, du moins, vous êtes déjà nombreux à être là. Apparemment, le son est bon, j'ai reçu plusieurs messages, donc on est parti. Et donc, comme je le disais, nous sommes le 5 janvier 2024 et ça y est, c'est officiel. La campagne 2024 vient de commencer. Hein, on était dans une période un petit peu particulière depuis des mois où finalement il y avait une seule personne qui était en campagne, qui du coup occupait aussi tout le terrain. C'est peut-être aussi pour ça, en tout cas c'est un des éléments que je vous demande de garder en tête, certains sondages lui étaient favorables, parce qu'en fait il y avait d'un côté le vide et de l'autre, le vide, la gestion du pays, et de l'autre, quelqu'un qui est en campagne avec des électeurs qui sont prêts, c'est quelque chose que j'ai expliqué plusieurs fois, qui sont prêts à aller voter immédiatement. Là, on se retrouve dans une situation donc différente. On est le 5 janvier et Joe Biden vient de lancer sa campagne dans un discours qui, on le savait, allait porter sur un des thèmes. Il y en aura d'autres, mais ce sera un des thèmes de cette élection, qui est la démocratie face à la menace extrémiste MAGA. On le savait aussi, on savait aussi que Biden, et il a fait en long, en large et en travers, on va revenir là-dessus, allait nommer Trump pour la première fois. Hein. C'est vraiment encore une fois pour insister sur la différence que ce n'est pas, c'est aussi un discours, c'est vraiment un discours de campagne où on nomme son adversaire potentiel parce que les primaires républicaines n'ont pas encore débuté, mais bon, on le sait tous, Donald Trump est largement favori. Le calendrier des primaires et le mode d'élection dans toutes ces primaires républicaines ont été modifiés discrètement cette dernière année pour faciliter son couronnement comme candidat officiel du Parti républicain le plus rapidement possible. Normalement, si tout se passe bien pour lui, il devrait avoir suffisamment de délégués à partir du mois de mars, et que donc, sauf surprise majeure au niveau de la Cour suprême, dont on attend d'un moment à l'autre la décision de savoir s'ils vont étudier, s'ils vont prendre et juger tout ce qui est processus de disqualification autour de la section 3 du 14e amendement. Normalement, l'élection donc présidentielle du 5 novembre 2024 opposera Joe Biden à Donald Trump. Et donc le discours d'aujourd'hui a été fait dans cette logique-là, un discours en deux parties qui volontairement tranche avec l'habituel ton des discours de Donald Trump en campagne qui, pour moi, c'était une des différences majeures, c'est que lorsque vous écoutez les discours
de Trump lors de ses meetings. La fin du discours est toujours une espèce de, de vision apocalyptique de l'Amérique qui est donc sur le déclin, qui est au bord de la destruction. C'est un thème que Trump a toujours utilisé dans ses campagnes, mais qui depuis 2020 est devenu complètement important, qui est désormais accentué par une musique pseudo-tragique à mesure qu'il parle pour accentuer le fait que donc l'Amérique est sur le déclin. L'Amérique n'a jamais été aussi mal, hein. Donc c'est évidemment parce que lui propose ce Make America Great Again, ce retour. Biden, lui, donc je commence par la fin, lui a terminé sur cette espèce d'optimisme au niveau de la campagne, au niveau de la situation américaine, de l'esprit américain, en expliquant cet optimisme n'était pas forcément lié à lui-même, mais à la nature des Américains, qu'ils soient démocrates ou républicains. Ça aussi, c'est important, c'est qu'il a joué l'opposition là aussi avec, Trump qui désormais considère, en reprenant la terminologie nazie, c'est un exemple qui a été cité par Biden aujourd'hui. Trump considère ses opposants politiques, quels qu'ils soient, faire partie de ce qu'il nomme la vermine. Biden, lui, s'inscrit dans une volonté d'être le président de tous les Américains, y compris pour ceux qui n'auront pas voté pour lui. Ça a été un contraste, mais surtout où le discours a été complètement nouveau, c'est dans la première partie. Donc évidemment, une première partie qui est liée à l'actualité. Demain, cela sera le troisième anniversaire du 6 janvier 2021, à un moment crucial pour les États-Unis, alors que l'on assiste depuis des mois à une tentative de réécriture de ces événements-là par Trump et ses alliés. Une tentative de réécriture qui porte, hein, on le voit dans certains sondages, où à mesure que l'on s'éloigne, que le temps passe, que l'on s'éloigne de ces événements, la place est faite à l'idée que finalement, ce n'était peut-être pas des pro-Trump qui étaient là, mais différentes théories, que ce soit des gauchistes, que ce soit des membres du FBI encartés, etc., etc., devient de plus en plus forte. Et donc, Biden a voulu rappeler aux Américains quelle avait été la réalité de ce moment-là. Hein, il a donné quelques exemples très précis, comme par exemple le chant des supporters Trump qui souhaitaient pendre Michael Pence, le Hang Mike Pence, Hang Mike Pence, qui a été chanté à plusieurs reprises lors de l'attaque contre le Capitole. On avait aussi installé une potence. Hier, le camp Biden a sorti un premier spot publicitaire dans l'esprit du discours aujourd'hui, et on revoyait cette image, cette potence installée à l'extérieur. Donc c'était important pour Biden de replacer tout ça dans le contexte, et surtout de s'attaquer à Trump. Bon, c'était pas une surprise, hein, le fait qu'il allait nommer Trump directement avait été annoncé depuis des jours, avait fuité du côté démocrate. C'était pas une surprise non plus parce que c'était évident qu'en rentrant en campagne, il ne pouvait plus se contenter uniquement de parler des extrémistes MAGA. Il fallait pointer du doigt celui qui allait être son adversaire et qui est pour lui le premier ennemi de la démocratie aux États-Unis, donc Donald Trump. Donc encore une fois, ce n'était pas une surprise, qui peut aller dans le sens de ce discours rempli de passion, de colère et d'énergie.
c'est important aussi de le préciser. Ce qui était peut-être une surprise, c'est le fait que Biden ait décidé de revisiter au-delà du 6 janvier l'élection de 2020 en qualifiant plusieurs fois Trump de perdant, hein. Il a utilisé plusieurs fois le mot de loser le concernant. On sait que vu l'ego de Trump, c'est une image qu'il rejette de manière puissante, hein. Il ne veut jamais être le perdant. D'ailleurs, c'était sa priorité c'est pour ça il n'a jamais accepté sa défaite. Il n'est pas venu à la cérémonie du 20 janvier de transition du pouvoir, rompant ainsi une tradition vieille de 238 ans, euh, parce qu'il ne veut pas cette image de perdant. On le sait, il y a eu plusieurs témoignages de proches de Trump qui ont raconté comment, lorsqu'on lui a annoncé sa défaite et lorsqu'il a fait toutes les, euh, les, euh, les études possibles, hein. Il a engagé des cabinets d'experts pour aller vérifier tout ça. Lorsque toutes ces procédures ont échoué, d'ailleurs ça a été un rappel de Biden, ces 60 échecs devant les tribunaux, l'échec devant la Cour suprême, lorsque tout ça s'est additionné, le premier souci de Trump, c'était de dire, mais comment faire? Les gens vont penser que je suis un perdant. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il a refusé de suivre cette tradition démocratique. Et donc, Biden ne s'est pas gêné d'appuyer fortement là-dessus en revenant sur les chiffres de l'élection pour expliquer qu'il avait gagné avec plus de 7 millions d'avance, qu'il n'y avait aucun doute et que donc Trump avait perdu et en insistant encore une fois sur ce mot perdu, avait perdu non seulement les élections, mais tous ces recours possibles. Donc ça, c'était extrêmement intéressant de s'attaquer au big lie. Donc le big lie, c'est ce mensonge que Trump met en avant depuis sa défaite de 2020. Il avait prévu aussi de le mettre en avant en 2016 lors de la campagne, pensant qu'il allait perdre contre Hillary Clinton. Euh, il a il n'a pas eu besoin de l'utiliser, mais il a quand même utilisé partiellement en expliquant, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en 2016, Trump a gagné au niveau des grands électeurs, donc il est devenu président normal, mais il a perdu de plus de 2 millions de voix au niveau du vote général battu par Hillary Clinton, et c'est quelque chose qu'il n'a pas supporté en expliquant que cette défaite était liée à des millions de voix illégales. Et la première chose qu'il a fait lorsqu'il est devenu président en 2016 a été de créer une commission présidentielle qui devait prouver comment Hillary Clinton avait gagné de manière faussée le vote général en truquant l'élection. Et puis, ça n'a jamais été abouti parce que, évidemment, il n'y avait pas de tricherie en 2016 comme il n'y a pas eu en 2020. Et bon, en tout cas, c'est un thème cher à Trump à chaque fois qu'il est dans une position de défaite. D'ailleurs, il y a eu plein de petites piques de Biden à ce niveau-là, avec cette phrase en disant qu'on ne pouvait pas être un patriote américain simplement lorsque l'on gagnait. Hein, on ne pouvait pas aimer l'Amérique simplement que lorsque l'on gagnait, parce que c'est encore une attaque directe pour Trump. Et contre Trump, il a dit aussi que on ne pouvait pas je paraphrase évidemment, j'ai pas la citation exactement sous les yeux, je ne l'ai plus, mais que on ne pouvait pas s'afficher en permanence comme une victime, hein, parce que c'est un petit peu ça aussi le paradoxe de Trump, qui d'un côté veut projeter cette image d'homme fort, de gagnant, et non pas de loser, et qui de l'autre côté n'arrête pas de se placer en victime de tout le monde,
n'arrive pas à, se, à assumer ses défaites, quelles que soient les affaires, hein. Vous savez, si vous me suivez, si vous suivez le travail que je fais sur YouTube au niveau de la chute, Trump est dans des tas d'affaires, qu'elles soient pénales ou civiles, hein. Aujourd'hui, on a vu que la procureure de New York vient de demander qu'il soit sanctionné pour les fraudes pour lesquelles il a déjà été reconnu coupable pour les fraudes à New York du temps de ses affaires avant la présidence, qu'il soit sanctionné d'une amende de 370 millions plus 9% d'intérêt. Et donc, évidemment, il est une victime de Laetitia James. Hier, il était une victime de E. Jean Carroll. Il a été reconnu coupable d'agression sexuelle qui est considéré comme un viol. Il s'agit d'un viol digital et il va la semaine prochaine se retrouver dans un procès pour déterminer le montant des dommages qu'il va devoir payer pour diffamation. Et là aussi, il est une victime. Et donc, c'était assez intéressant de voir que dans le discours de Biden, il y avait cette dimension de dire, voilà, on ne peut pas être une victime tout le temps. Et donc, ce sont des attaques extrêmement fortes, mais nécessaires, hein. On a reproché souvent à Biden de ne pas être assez combatif. On a reproché dans le camp démocrate, entre autres. C'était aussi une histoire de calendrier. Une campagne, cela ne se débute pas trop tôt. Les cartouches d'une campagne ne se tirent pas trop tôt. Nous sommes à 10 mois exactement aujourd'hui, à 10 mois de la campagne. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut continuer à prendre avec des pincettes tout ce qui est sondage qui place soit Trump, soit Biden vainqueur de l'élection présidentielle. Il va se passer encore beaucoup de choses. En moyenne, historiquement, à 10 mois d'une élection présidentielle, l'erreur dans les sondages est de 7%. 7%. Gardez ça en tête lorsqu'on vous dit que tel ou tel candidat est en tête de 1 ou 2%. Bon, déjà, en plus, ça ne correspond pas au système électoral américain, mais gardez en tête qu'à ce moment-là de l'élection, à 10 mois, il y a cette marge d'erreur, en gros, de 7%. Donc voilà, donc ça c'est un point extrêmement, extrêmement important. Donc on a souvent reproché dans le camp démocrate à Biden de ne pas être suffisamment actif. Je pense qu'il a son propre rythme, son propre calendrier par rapport à la campagne. On sait qu'il y a des étapes clés qui sont importantes. Il y avait ce discours aujourd'hui. Il y en aura un autre la semaine prochaine à Charleston, où justement à l'église où il y a quelques années, un suprémaciste blanc avait assassiné euh, plusieurs Afro-Américains qui s'étaient retrouvés pour prier. Donc, il y aura aussi ce discours-là qui va être très important. Ensuite, il y aura évidemment son discours sur l'État de l'Union, qui va être une date importante. On va arriver après peu à peu euh, à l'été avec la convention et du moment que la convention démocrate qui est prévue pour la mi-août se termine, on va partir dans un calendrier électoral non-stop pour arriver au 5 novembre. Ce qui est aussi intéressant dans le discours qu'on a vu aujourd'hui, hein, qui est vraiment pour moi le discours de lancement de cette campagne sur un thème qui sera un des thèmes de l'élection, mais qui ne sera pas le seul thème de cette élection, en tout cas ne sera pas le seul thème utilisé par les démocrates. Euh, euh, donc ce qui a été intéressant, c'est que évidemment, euh, jouant de son étiquette de président, Biden a communiqué l'angoisse de certains dirigeants, certaines autres nations à l'idée que Trump soit élu.
en disant, mais voilà, qu'est-ce qui va se passer si Trump est élu? On pense ici forcément à l'Ukraine. Hein, le pays n'a pas été cité, mais on voit bien la construction intellectuelle de Biden à ce niveau-là lorsqu'il parle de pays qui ont peur d'être abandonnés à leur sort une fois que Trump serait en place. Il y a eu cette dimension. Et puis, ce qui est aussi ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, parce que on le sait, euh, que c'est une réalité électorale, mais c'est bien de le dire à haute voix, c'est que Biden s'est présenté comme candidat d'une coalition. Il fait de l'élection 2024 un combat entre les pro-démocratie, hein, je ne parle pas ici du Parti démocrate, mais les pro-démocratie et les anti-démocraties. Donc les anti-démocraties étant les extrémistes MAGA, étant ces républicains d'ailleurs qu'ils considèrent comme hypocrites, qui, une fois qu'il n'y a pas la caméra sur eux, euh, dénoncent et sont parfaitement au courant des risques que représente Donald Trump, mais parce que Donald Trump est leur ticket pour arriver au pouvoir, ou en tout cas proche du pouvoir, ils continuent à le soutenir. Donc d'un côté, il y a ce camp-là, et de l'autre, il y a le camp de la démocratie. Et dans ce camp de la démocratie, et donc je trouvais très bien que Biden les nomme directement, il met les démocrates, donc son propre parti, le Parti démocrate, mais il a aussi parlé des électeurs indépendants. Hein, c'est un point important. Comme je vous l'ai toujours dit depuis 2020, Donald Trump est une formidable machine à gagner des élections primaires parce que il a une base d'environ 35% du Parti républicain qui lui est acquise et qui votera pour lui, quelles que soient ses déclarations, quelle que soit sa situation judiciaire. Et donc, mais qu'une fois que lorsqu'on arrive à une élection générale où il faut élargir, où il faut aller séduire des électeurs qui sont moins radicalisés, des électeurs qui sont moins intéressés par la politique, mais sont intéressés par la stabilité d'une nation, sont intéressés par la situation économique. Trump a d'énormes difficultés. Et donc ça, ce sont les électeurs indépendants. Donc Biden leur a fait un appel du pied qui n'est même pas discret, hein, complètement ouvert. Et il a aussi parler ouvertement des électeurs républicains modérés. On pense ici à des personnalités politiques comme Liz Cheney, hein, qui ne se retrouve pas dans Trump, qui a décidé, tout en restant au sein du Parti républicain, de faire campagne pour empêcher sa réélection, ou son élection. Ce serait une deuxième, mais ce n'est pas une réélection au sens propre du terme. Il y en a d'autres, il y a Adam Kissinger par exemple qui est aussi dans la même logique, mais plein d'autres. Et aujourd'hui, on sait qu'en gros, il y a un tiers des républicains qui ne souhaitent plus Trump, qui ne veulent pas voter pour Trump, et que donc Biden appelle à ces électeurs-là à faire un vote utile, un vote de coalition pour empêcher Trump de reprendre le pouvoir avec tout ce que ça représenterait de risque pour la démocratie américaine. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a quelques jours sur, euh, sur Twitter, on a vu cette vidéo de cet électeur républicain qui allait assister à un meeting des primaires de Nikki Haley et qui expliquait que quoi qu'il arrive, si Biden si Trump était, excusez-moi, si Trump était le candidat républicain, il voterait Biden. Donc il y a une partie des électeurs républicains qui sont prêts comme il l'était déjà en 2020. En 2020,
Biden a récupéré une partie du vote républicain. On sait qu'il y a une partie de ces électeurs-là qui sont prêts à aller sauver la démocratie et à voter contre Donald Trump. Donc, ce qui était extrêmement fort aujourd'hui, c'était d'entendre dans la bouche de Biden un appel à ses électeurs républicains modérés qui sont pro-démocratie et qui voient le risque que représente la campagne Trump et son arrivée en place, ses références, c'est aussi des points qui ont été cités, hein. Biden a repris des termes que Trump utilise dans sa campagne, qui sont des thèmes forts, hein, de se faire réélire pour se venger, ces références multiples à la dictature. Il a expliqué que, par exemple, que Trump avait cette fascination pour plusieurs dictateurs, hein, c'est quelque chose d'assumé, que Trump a dit lui-même qu'il souhaitait que, mais en précisant que c'était que pour la première journée, installer une forme de dictature aux États-Unis. On connaît tous, j'avais fait une émission sur YouTube, dès le 11 octobre, sur les plans réels mis en place par différents groupes autour de Trump pour lui permettre de prendre le contrôle de la totalité de l'appareil américain son, pour imposer son programme politique. Donc, Biden a aussi mis tous ces risques-là, et c'est quelque chose qu'on va voir avancer dans les mois qui arrivent, rappeler au public qui est vraiment Trump. Parce que c'est vrai que, et c'est souvent un reproche que je fais aux médias américains, et aux médias français, n'en parlons même pas, parce que c'est encore plus scandaleux, mais bon, ça a pas d'impact, ça a aucun impact, encore heureux, mais comment les médias américains ont trop tendance à traiter Trump comme un candidat comme les autres, et à taire, par exemple, la plupart de ces excès de langage quotidien, ces attaques, ces délires parfois, hein, il faut le dire, et que donc je pense que une partie du public américain, une partie des électeurs américains, qu'ils soient indépendants ou qu'ils soient républicains modérés, ont oublié qui était Donald Trump. Donc on va assister à à cette, euh, à cette campagne où Biden, discours après discours, spot publicitaire après spot publicitaire, va rappeler, va redéfinir qui est Trump. Ça paraît fou de le dire comme ça, mais je pense que c'est vraiment un des aspects extrêmement importants de cette campagne, de rappeler qui est Trump. Et puis la bonne nouvelle pour Biden, c'est que il y a énormément, énormément de vidéos, de posts sur Truth Social, d'images fortes qui permet de rappeler le personnage, hein. Quand par exemple il a raconté la journée du 6 janvier. Aujourd'hui, lorsque dans son discours Biden, donc il est revenu sur la journée du 6 janvier, il a parlé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des supporters de Trump qui souhaitaient pendre Mike Pence, qui souhaitaient capturer Nancy Pelosi. Il a aussi rappelé l'inaction volontaire de Donald Trump, qui a été sollicité non seulement par des élus qui étaient assiégés, hein, qui ne savaient pas ce qui allait se passer pour eux, hein, qui venaient d'être évacués, auxquels on venait de donner des masques à gaz en disant voilà, le Congrès, l'immeuble a été attaqué, les portes ont été brisées, on ne sait pas ce qui va se passer, donc il a reçu plusieurs demandes, plusieurs appels de proches
de lui, donc des républicains, des MAGA, lui demandant d'intervenir. Il n'a rien fait. Et Biden a même rappelé que il avait été sollicité par sa propre famille, ses propres enfants, dont Ivanka, pour qu'il intervienne, et il a refusé d'intervenir. Il a attendu qu'il n'y ait plus de recours possible pour demander à ses supporters de quitter le Capitole. Donc ça, c'est des points qui sont extrêmement importants à rappeler, surtout quand on est dans une campagne complète de révision. Vous le voyez très souvent sur X, où, par exemple, on va vous republier, hein, moi je les vois arriver souvent dans mes commentaires, ça me permet de les bloquer très rapidement, mais des comptes pro-Trump, y compris francophones, qui publient une chronologie fausse de cette journée-là, pour démontrer qu'en fait, non, non, Trump a tout fait pour calmer ses troupes, il avait aussi demandé à ce que tout le monde aille pacifiquement marche sur le Capitole. Oui, dans son discours du 6 janvier prononcé à Ellipse, il a parlé de 20 fois de cette nécessité, 21 fois de cette nécessité de marcher sur le Capitole et d'aller protester, et une fois, il a utilisé le terme de le faire pacifiquement, ce qui est un concept américain qui s'appelle la plausible deniability, qui permet, lorsque l'on se retrouve accusé d'avoir incité à la violence, d'avoir incité à une insurrection, de dire non, non, mais c'est pas le cas, regardez, cette fois-ci, cette fois-là, j'ai dit de manière pacifique. C'est un des points qu'il a utilisé dans le Colorado, par exemple, pour ne pas être disqualifié par rapport à la section 3 du 14e amendement. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la magistrate, après avoir entendu un expert qui a retracé la totalité du discours et les 20 autres fois où il a incité la foule à aller se battre pour sauver l'Amérique, qu'elle a considéré que ce n'était pas parce qu'il avait dit une fois au milieu de son discours que ça voulait dire que c'était son souhait, mais que c'était une manière d'essayer plus tard de se nettoyer de toute responsabilité. Dernier point qui est extrêmement intéressant parce que il est en plein raccord avec l'actualité judiciaire de Trump, c'est le fait que Biden s'est senti obligé de préciser qu'un président n'est pas au-dessus des lois. Pourquoi il a précisé ça? Parce que actuellement, si vous ne suivez pas ça encore, c'est ce qui est en train de se jouer. Il y a une procédure d'appel en cours au niveau de la Cour d'appel de DC, au niveau fédéral, avec un rendez-vous extrêmement important le 9 janvier, oui, le 9 janvier, donc mardi 9 janvier prochain, on sera en direct lors de ce débat-là entre les avocats de Trump et le procureur Jack Smith. Trump, d'après les rumeurs, va se déplacer lui-même pour assister à tout ça. Et donc, on sera en direct sur ma chaîne YouTube à partir de 15 heures pour vous faire vivre ce moment historique. Et donc, au cœur de ce débat-là, l'excuse utilisée par Trump, qui est de dire qu'on ne peut pas le poursuivre pour ce qu'il s'est passé le 6 janvier et tout ce qui s'est passé avant d'ailleurs pour rester au pouvoir malgré sa défaite électorale en novembre 2020, qu'on ne peut pas le poursuivre parce qu'en tant que président, il a une impunité totale. Hein, et donc, cette idée que le président des États-Unis, quel qu'il soit, est au-dessus des lois. Donc, c'est un concept qui est extrêmement important, qui dépasse Trump. Et donc, c'était intéressant de voir que Biden en a fait une allusion aujourd'hui en expliquant que il ne souhaitait pas que le président soit au-dessus des lois. Donc ça va être un des sujets de mardi prochain. C'est la seule ligne de défense de Trump dans l'ensemble
dans l'ensemble de ses affaires, hein, dans l'ensemble de ses affaires, que ce soit en Géorgie ou à Washington, et que donc si la Cour d'appel rejette cette notion d'impunité totale, bah, Trump se retrouve avec pas grand-chose, et si cette notion-là est rejetée, hein, Trump souhaite que son procès à Washington soit annulé parce qu'il aurait, d'après lui, cette impunité totale. Si ce concept est rejeté, le procès qui est prévu au début du mois de mars se tiendra peut-être au début du mois de mars, peut-être un peu plus tard dans le printemps 2024, mais aura bien lieu avant l'élection. Donc c'était un point important mis en avant par Biden qui est en lien direct avec avec les affaires qui sont en cours aujourd'hui contre Donald Trump. Voilà, donc c'était à peu près tout ce que l'on pouvait dire. Je ne suis désolé, je ne vais pas prendre d'appel aujourd'hui. Je prépare l'émission de demain. Demain, la chute sera consacrée évidemment aux 3 ans après sur le 6 janvier, où je vais vous raconter quelques petits secrets, quelques informations que vous ne connaissez sûrement pas et qui vont être extrêmement importantes dans le cadre justement de ce procès de Washington. Donc je vais arrêter là. Je voulais juste marquer l'occasion et donc marquer l'occasion d'un discours qui marque le début de la campagne 2024. Toute cette année, euh, je vais être au rendez-vous sur X, mais évidemment sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. La chute a l'intention de devenir votre première source d'information sur la campagne 2024 et les procès, les différents procès Trump et de ses alliés. Donc voilà, donc tout ça vient de commencer. On n'est pas prêt de se séparer et donc voilà. Donc merci encore d'avoir été si nombreux à cette heure tardive en France. C'était un space de la chute sur X. Ça sera désormais un bonus de la chute sur YouTube. À très vite, à demain. Merci beaucoup, au revoir.